Bonjour Alex Ferdinand. Bonjour Barbara. Merci. On continue notre exploration de l'histoire récente avec toi. Donc, tu es militant. On a beaucoup parlé de Chalvet. On a dit donc, dans la première émission, la semaine dernière, que ce moment-là était un moment fondateur pour les organisations militantes, politiques, indépendantistes. Mais je voudrais qu'on avance un petit peu et qu'on parle donc de ce qui s'est passé avant. Tu nous as raconté qu'en tant que militant maoïste, avec le groupe dans lequel tu militais, en fait, septembre 70, mais avec d'autres, donc tu allais sur le terrain. Il y a eu des moments forts avant, notamment 71, et puis il y a eu 68 aussi. Et 68, peut-être qu'on va commencer par 68, parce que quand on parle de 68, tu disais que tu étais très intéressé par ce qui s'était passé en mai 68, parce que ton lycée... J'étais impliqué. Tu étais impliqué parce que les événements ont quasiment commencé dans le lycée où tu étais, mais surtout le drapeau dont on parle, le drapeau qui a été, qui s'impose désormais et qu'on a même vu au Super Bowl il n'y a pas si longtemps avec Bad Bunny, dont les Martiniquais sont fiers en fait parce que ce drapeau-là était avec d'autres. Il y a eu une première exposition de ce drapeau-là en 68, mai 68. Raconte-nous et en quoi es-tu concerné? Et là aussi, il faut parler de Guy Cabor-Masson dont on a parlé la dernière fois. Oui, je raconte cette histoire-là systématiquement et très souvent parce qu'effectivement, nous sommes en mai 68. Oui. Alors, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, mais je tiens à souligner que le premier affrontement pratiquement entre les policiers français en mai 68 s'est déroulé le 3 mai 1968 près de la mairie du 4e avec des Antillais guyanais. Alors, je n'ai pas le temps de raconter tout ça, mais... En une minute peut-être, allez. Oui, en 2 c'est-à-dire minutes. que le ministre des DOM, à l'époque, c'était juste après le massacre de mai 67 en Guadeloupe. Oui. Il a organisé un bal à la mairie du 4e, avec Moundé Rivel, etc. Et nous disions, nous les militants, il y avait tous les camarades de la GEM, de la GEG, des Guadeloupéens, des Guyanais, etc. Nous disions que pendant qu'il massacre les Guadeloupéens à Pointe-à-Pitre, il veut les faire danser à Paris. Donc nous avions décidé d'intervenir lors de ce bal. Et il y a eu des affrontements, etc., etc. Il y avait tous les camarades, je sais pas, Placoli, Pierre Charles, entre autres, c'était pas uniquement Bourbon. Et pourquoi? Parce que nous soutenions les militants guadeloupéens, les patriotes guadeloupéens poursuivis devant la Cour de sûreté de l'État. Suite à mai 67. Suite à mai 67. Ils étaient 18 et nous voyons tous les jours, pratiquement. Et lors des manifestations qui étaient assez massives, on avait deux drapeaux qui ressortaient principalement. C'était le drapeau guadeloupéen, à l'époque, qui était comme le drapeau de Cuba avec des bandes vertes et blanches, le drapeau guyanais, et deux drapeaux rouges. Mais il n'avait pas de drapeau martiniquais. Et avec Cabot et d'autres camarades que j'aime nommer, Ernest Boiler, Rodolphe Ramos, et puis surtout Marie-André Mancé, qui avait cousu le premier drapeau, nous avons dit qu'il nous fallait un drapeau. Et personnellement, avec Cabot, j'ai participé à la configuration actuelle, puisqu'on connaît l'histoire. Il y avait déjà un premier drapeau qui avait été créé par... à l'OJAM par le sort et Coco Nekoaï Rodolphe Désiré, mais compte tenu des condamnations de l'époque, était relativement... peu utilisé. Même pas utilisé du tout. D'accord. Mais les couleurs sont advenues à ce moment-là. Les couleurs rouge, vert, noir, oui. Oui, en 62. Oui, en 63. En 63. Il y a toute une histoire à raconter pour le choix des couleurs Désiré qui a influencé le sort pour mettre le noir au lieu du jaune, etc. Bon. Et puis, nous avons configuré donc, le drapeau tel qu'il est actuellement et nous l'avons publié à Paris 2 fois. Oui. Une fois donc, lors d'une manifestation à Barbès, avec une photo que j'ai réalisée à l'époque. Et puis, dans un meeting que mon ville organisait à la rue de Rennes, et nous l'avons déployé parce qu'il y avait le drapeau guadeloupéen et le drapeau guyanais, et nous avons sorti, Cabot et moi, le drapeau martiniquais. En 68, mai 68. Voilà, donc 5 ans après, effectivement, voilà. la création. C'est ça. Et le choix de ces couleurs-là. C'est ça. Et j'aime à dire que nous étions 5 peut-être au départ, mais maintenant nous sommes plus de 50 000. Tu es fier, hein? Je pense à Cabot. Parle-nous de Cabor-Masson. Guy Cabor-Masson. Qui était-il? C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Il était
nous avions une grande différence d'âge. Hein. Il est de 1936, comme 37, 36. Et, toi, tu es de 49, toi. Oui, voilà. Oui. Mais nous nous sommes rencontrés alors qu'il était sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour désertion en temps de guerre. Il est venu à Paris sous un faux nom à peu près. Et nous sommes retrouvés tout de suite avec un autre camarade, Rodolphe Ramos. Et nous avons créé la première organisation indépendantiste, le MLNM, le Mouvement de Libération Nationale de la Martinique. Nous n'étions pas nombreux. Et tout ça, ça a continué. C'est à Paris, ça? À Paris, oui. D'accord. Mais nous sommes venus en Martinique. Cabo est même venu clandestinement en Martinique pendant qu'il était condamné. Puis après, il a été amnistié et il a milité au MLNM, qui a adopté également le drapeau que nous avions configuré. Oui. Sa vision, c'était quoi? On le connaît notamment parce qu'il a écrit Les puissances d'argent en Martinique. Ah, il a beaucoup écrit. Hein. Oui. Beaucoup écrit. Oui, Cabo, c'était... Il faut savoir qu'il était d'abord instituteur, ensuite il a fait l'école militaire Saint-Cyr, il était lieutenant de l'armée française, on l'a envoyé en Algérie, il n'a pas supporté de voir les tortures, etc., il a déserté, et c'était un indépendantiste forcené, je vais dire, quoi. Et il a beaucoup écrit. Hein, voilà. Cette période-là, en fait, cette période, donc 63, bien sûr, l'OJAM, bien sûr, bon, en France, il y a eu 68, il y a eu, on a parlé de 74, Chalvet, mais toutes les années, fin des années 60, début des années 70, ici, c'est un chaudron aussi. Tout à fait. Et puis, au niveau de la traduction électorale, disons, dans un contexte démocratique, il y a des choses qui se passent en amont de 74 de Chalvet, il y a 71, avec l'élection d'un certain nombre de maires, donc il y a eu Rivière Pilote, il y a eu Ajoupa-Bouillon, il y a eu Rivière-Salée, il y a eu Ducos. François. Et François. Donc c'est quoi? Donc c'est quoi? Des indépendantistes nationalistes, indépendantistes qui arrivent, qui se font élire, c'est quoi? Il y a le GRS, il y a le MIM. Avait proposé, on avait créé un embryon d'organisation qui s'appelait l'Amicale des maires démocrates du Sud. D'accord. Il s'agissait de mutualiser les... Bon, ça n'a pas tenu pour des raisons idéologiques, on va dire. Et voilà, donc moi personnellement j'étais très fier de voir que le premier maire indépendantiste et trotskiste de France avait été élu à Ajoupa-Bouillon en même temps. Édouard Jean Elie. En même temps, bien sûr. Oui, en 71. 71, oui. Avec une voix de... Une voix de différence. Oui. Ça a été annulé ou recommencé, une voix toujours de... Oui. Bon, mais voilà, donc il faut savoir qu'à cette époque, effectivement, on voit apparaître et se développer un certain nombre d'organisations que nous disons patriotiques. Oui. Pas seulement celles que j'ai nommées, hein. Il y a aussi le groupe Zama à Sainte-Anne, il y a les forces populaires avec Pulvar et Michal, notre camarade à Rivière-Salée. Et voilà, donc c'est la floraison de un certain nombre d'organisations, nous disons patriotiques, on peut dire aussi nationalistes. Voilà. Donc, Chalvet a renforcé cette évolution, surtout qu'on a créé, pour soutenir la grève, un mouvement qui s'appelait l'UPSOA, Union patriotique de soutien aux ouvriers agricoles, qui regroupait tout le monde. D'accord. Et donc, ça nous a renforcés, et on a vu le développement, hein, c'est-à-dire que avec les élections de 71, les élections législatives en 73, Chalvet en 74, etc. Donc, ce sont des années de floraison des idées martiniquaises. Et après, donc toi, tu as été au MIM. Oui, le MIM, c'est d'abord la parole au peuple, à l'occasion justement des élections législatives de 73. Et le MIM a été créé en 78. Mais je dis souvent que le MIM a été conçu en 73 et a été baptisé en 78. Quoi. Oui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces idées-là, ces idées révolutionnaires pour certains? On parlait du GRS, ces idées patriotiques. Alors il y a le drapeau, il y a sans doute la fierté que le drapeau procure. Qu'est-ce qui reste, toi, avec ta vision là? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? En quoi des éléments ont été transformés? En quoi d'autres éléments n'ont pas été transformés? Par exemple, 74, c'est la puissance du mouvement ouvrier, mais aussi le mouvement paysan. Or, aujourd'hui, on est à la recherche d'une souveraineté alimentaire. On fait le constat qu'il y a de moins en moins de paysans, d'agriculteurs. Non, le mouvement de 74 n'était pas un mouvement de petits paysans. C'était un mouvement d'ouvriers agricoles. De longues luttes avec des syndicats comme
d'abord l'UTAM, puis l'UGTM, etc. Donc il y a eu la signature de conventions collectives, qui ont obtenu un certain nombre de résultats, mais c'est pas fini. Donc moi, j'aime à dire que j'ai confiance totalement dans le renouvellement des idées, des idéologies, avec notamment la jeunesse. Alors, c'est vrai qu'on a stigmatisé un peu ce qu'on a appelé les RVN, les rouges, verts, noirs. Moi, je dis que la jeunesse, pour reprendre une formule de Lénine, c'est la flamme de la révolution prolétarienne et que j'ai confiance en la jeunesse. Ils vont... Parce que entre la génération, ce qu'on appelait les boomers, ceux qui sont nés après les années 40, jusqu'à les années 60, etc., il y a eu... nous avons vieilli, pas peur de le dire. Et moi, mon souci, c'est de transmettre les expériences, de contribuer à... Comme on fait là. Oui, parler mais de ce qui s'est passé. J'organise souvent des rencontres, des réunions avec les militants, les jeunes, tout ça. Et je leur fais confiance. Ils vont faire des erreurs comme nous en avons fait. Ils vont... Mais qu'est-ce qu'il faut, quel territoire faut conquérir? Parce que vous étiez patriote, mais vous étiez, mais vous l'êtes encore. Mais aujourd'hui, y compris ces générations-là qui peuvent remettre en question un ordre mondial aussi, hein, d'ailleurs, capitaliste, qui est destructeur. Mais aujourd'hui, ici en Martinique, n'est-on pas plus consommateur qu'à l'époque, que dans les années 70? C'est quoi les nouvelles frontières Alors, il y a un phénomène économique mondial, ce qui est la mondialisation, nouvelle formule, parce qu'il y a toujours eu la mondialisation. Hein. L'esclavage, tout ça, c'était une mondialisation. Et il y a eu aussi, tout le monde le reconnaît maintenant, une certaine perte ou peut-être déficit d'idéologie. C'est-à-dire que moi je constate, hein, tout le monde constate que il n'y a pas vraiment de théorie bien élaborée de progrès, etc. Je regarde par exemple les candidats aux élections municipales, présidentielles, législatives, etc. en Martinique. Contrairement à ce qui se passait dans les années 70 avec des gens comme Marie-Jeanne, etc., eh bien... C'était les idées. Maintenant, c'est plus trop les idées, c'est pas l'idéologie, quoi. Voilà, il y a un manque de formation et nous prenons notre part de responsabilité dans le fait que nous n'avons pas réussi à transmettre de toutes les obédiences, hein, que ce soit Trotsky, Mao, etc., Parti communiste, etc. Bon, mais ça viendra. Je suis très, très optimiste pour l'évolution de la lutte que mènent notamment les forces actuelles. Un peu déçu de voir que les grands penseurs, les grands stratèges, les grands hommes martiniquais, bon, ils ont du mal à éclore là actuellement. On peut parler en une minute de ton fils, Malcolm Ferdinand, que j'ai eu le plaisir d'interviewer, non, qui est un intellectuel, qui est un penseur, qui travaille au CNRS, qui travaille sur l'écologie décoloniale. Tu es fier, non? Malcolm, c'est mon fils, hein, c'est-à-dire que nous sommes au diapason. J'ai fait des études de philosophie politique et lui, il a aussi un doctorat de philosophie politique. Donc, je retrouve dans son évolution des idées que je formulais. Mais il ne faut pas oublier sa maman, hein, sa mère. Oui, c'est et elle a joué aussi, elle était militante, hein, elle était au groupe Septembre 70 avec nous, elle a participé au mouvement de Chalvet. Moi, j'ai été emprisonné, mais elle aurait pu l'être aussi. Donc, Malcolm, mais il ne faut pas parler de Malcolm sans parler de Malik. Malik qui est maître de conférence au campus et qui fait un travail aussi assez extraordinaire. Donc, c'est vrai que nous sommes fiers, oui. Je ne vais pas cacher, nous sommes fiers de l'évolution de nos enfants. Voilà. La suite pour toi, Alex Ferdinand, c'est quoi? Continuer à transmettre, vulgariser, même si je n'aime pas tellement ce mot-là, en tout cas transmettre les expériences et puis être tolérant vis-à-vis des mouvements qui se déroulent avec certainement des erreurs, des diverses, etc. Et puis, j'avoue que je suis quand même inquiet
de voir le problème des armes à feu. J'ai participé à un jury au cours d'assises où j'ai vu ce que c'était que vraiment le trafic d'armes, le trafic de drogue en Martinique. Et ça, c'est une inquiétude qu'il faut avoir. Le mot de la fin, ce serait quoi? Eh bien, continuer. Continuer, ce n'est qu'un début, continuer le combat. Et puis, voilà, c'est ne pas lâcher, quoi. Merci, Alexia Dino. C'est moi qui te remercie.